Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un profil atypique et inspirant, un PAI comme j'aime bien appeler ça. Et vous savez que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de développement personnel et tout ce qui tourne autour du mindset aussi. Tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Donc, le but de cette chaîne, c'est de vous inspirer en partageant du contenu propulsif à travers différents formats. Et dans le format d'aujourd'hui, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce qu'on fait, c'est qu'on découvre un entrepreneur dans ce type de format. Je vais vous amener donc à la découverte d'un parcours qui me semble original, inspirant et qui peut nous permettre de tirer un certain nombre de leçons. Vous comprendrez pourquoi. Et je serai ravi d'avoir vos avis en commentaire par la suite. Mais ça, ce sera après, bien sûr, que vous ayez suivi ce que nous allons partager avec vous. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous allez être informé donc tous les jours des nouveaux contenus qui sont diffusés sur cette chaîne. Welcome on board. On rêve, on ose, on crée ici. 3 lettres, ROC, soyons rock. Vous avez compris le mantra. Alors, celui qu'on va découvrir aujourd'hui, il est dans un métier qui, normalement, est un métier, on va dire, technique. D'accord? D'une certaine mesure, oui, c'est un métier technique. Et pour lequel il faut, théoriquement, se former de façon académique pour pouvoir vraiment exceller. Et ce qui m'intéresse dans son parcours, c'est le fait qu'il est tout seul, en autodidacte, pu atteindre un certain niveau. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la capacité à suivre son chemin, à faire des choix, à les assumer, même quand ils sont difficiles. Il n'a pas suivi le chemin traditionnel qu'il aurait pu suivre et qui était peut-être un peu plus sûr, plus sécure, comme on dit, moins embûché, avec moins d'embuscades, moins de difficultés, même si ce n'est pas facile, je veux dire, de choisir une voie ou une autre. Mais quand on décide de devenir entrepreneur, c'est forcément s'exposer à plus de risques. Donc on va voir ce qui l'a poussé à faire ça. Comment est-ce qu'il part d'un point zéro où il ne connaît rien à un domaine pour en arriver à un point aujourd'hui où, même s'il est en construction, il a un studio qui lui permet de réaliser de grandes choses. On va parler d'image, on va parler de son aujourd'hui et ça va être avec Charles Amoussou. Charles, comment tu vas? Ça va super bien, merci Régis. Je suis ravi qu'on puisse partager cet échange, ce moment, parce que Charles et moi, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît, on a travaillé sur pas mal de projets et je suis content de pouvoir mettre en lumière ton parcours parce qu'il est inspirant et le but, c'est que des gens puissent se retrouver à travers ton histoire. Alors, moi, ce que je veux comprendre dans un premier temps, c'est d'où tu pars. Parce que moi, je t'ai connu en cours de chemin. D'où est-ce que tu pars? Et je vais découvrir, comme vous, beaucoup de choses aujourd'hui. D'où est-ce que tu pars? Qu'est-ce qui fait que tu décides de prendre une voie non conventionnelle? Déjà, qu'est-ce que tu as étudié à l'université? À quoi est-ce que tu te destinais normalement d'après tes plans et ceux des parents? Parce que c'est souvent ça, Les parents font les plans pour les gens ou avec les gens. Bon, bref, où est-ce que tu te situais dans toute cette sphère après le bac? Écoute, avant de répondre à ta question, merci beaucoup déjà de me recevoir. Généralement, c'est moi qui suis à ta place. C'est ça. Généralement, c'est moi qui suis à ta place et j'avoue que ça fait vraiment bizarre de se retrouver de l'autre côté. De la caméra. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être, je vais dire, dans l'audiovisuel de façon plus concrète, je suis d'abord animateur et présentateur. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, généralement, c'est moi qui fais des interviews, c'est moi qui pose des questions, etc. Il y a beaucoup qui, j'ai envie de dire, me connaissent sous, je vais dire, le métier ou avec le métier d'animateur et de présentateur. Okay. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément que je suis également alors que derrière. C'est ça que moi j'ai connu, surtout avant de savoir que tu faisais autre chose. C'est ça. Ok. Alors, comment est-ce que ça démarre? Ça démarre par un jeune garçon qui a eu son bac à Boïcon, dans le centre du Bénin. Ok. J'ai eu un bac D, un peu scientifique. Et je me retrouve en fait à Cotonou, à l'université, à l'École nationale d'économie appliquée et de management. Donc, ce qu'on appelle l'ENEAM. L'ENEAM, c'est ça. Au Bénin, d'accord. Je me retrouve à faire l'informatique de gestion, donc la programmation et le développement d'applications. D'accord, donc tu devais être un développeur à la base. Voilà, c'est ça. Ou un ingénieur en informatique, quelque chose comme ça. C'est ça. D'accord. Donc de base, c'est ça. Donc j'ai démarré mes études Excuse-moi, tu avais déjà donc une certaine
affinité pour tout ce qui est technologique. C'est pour ça que tu es allé vers ça? Pas forcément, parce que... Les ordi et compagnie, non? Non, pas forcément. Alors, j'avoue qu'au départ, ce qui m'intéressait, c'était de faire de base de l'audiovisuel. Mais Donc, plus tu dans voulais du déjà son. faire ça? Voilà. Je voulais plus être dans du son. Donc, au départ, je voulais faire l'ISMA. C'est l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. C'était plus ça qui me tentait à l'époque. Et quand je suis allé prendre des informations, vous savez, dès que tu as le bac, la famille, tout le monde veut bien t'accompagner à faire les bons choix. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et à l'époque... Avec beaucoup de bienveillance, mais voilà, beaucoup d'intrusion. Beaucoup d'intrusion, ça c'est pas faux. Donc à l'époque, ce qui était plutôt intéressant pour tout jeune bachelier, c'était de s'orienter, en tout cas vers une école d'État. Ce qui permettrait à l'époque d'avoir beaucoup plus d'aisance au niveau des débouchés. Donc voilà, c'était plus intéressant, ça aurait été plus intéressant, en tout cas selon pratiquement tout le monde, de faire une école d'État. Et malheureusement, l'école que je visais n'était pas forcément une école d'État, ce qui a un peu orienté mes choix vers l'ENEAM. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pouvais faire là-bas? Franchement... en fait, tu ne savais pas trop, quoi. Je ne savais pas trop. Donc, dans les filières, il y avait quoi? Il y avait statistique, il y avait gestion des transports et logistique. Franchement, les mathématiques à haute dose, franchement, moi, c'était pas trop ma tasse de thé. Et la comptabilité, encore moins. Il y avait quoi encore? Marketing et action commerciale. Je me disais que franchement, c'était pas pour moi. Et là, j'ai vu informatique. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Et c'est en fait comme ça que j'ai démarré l'ENEAM dans la filière IG, donc informatique de gestion, comme ça. Donc j'avoue qu'à la base, c'était pas vraiment quelque chose que je voulais. C'est pas une vocation. Voilà. Donc tu y allais un peu par défaut, quoi. C'est ça, un peu par défaut. Comme malheureusement la plupart des gens, je vais même pas dire de notre génération. Bon, c'est vrai que ça existait déjà un peu avant, mais ça s'amplifie. Ça s'amplifie avec notre génération parce que il n'y a pas forcément de débouchés, de perspectives. Et puis les gens choisissent des métiers ou des filières en se disant, je vais pouvoir après faire telle profession ou rentrer dans telle administration. En fait, c'est en fonction de ce qu'on pense qu'on pourrait faire comme métier pour gagner sa vie qu'on choisit, voilà, et non par le cœur. Et non par le cœur. J'avoue que oui, j'aurais pu, à cette époque-là, faire un peu de forcing pour faire ce que je voulais. Mais bon, vous savez, le petit jeune homme de 16 ans, à l'époque, j'avais pas forcément, je vais dire, toute la force mentale et tout ça pour affronter la famille. Pour affronter la famille. Donc comme ça, j'ai démarré l'université en IG. Et comme on pouvait bien s'y attendre, j'ai pas forcément été brillant. À l'époque, il fallait, c'était un cycle DTS, il fallait avoir 12 de moyenne pour passer. C'est pas quelque chose qui te passionne énormément voilà, à la base. Ça me passionnait pas forcément. Bah oui. Donc bon, j'ai pas forcément été brillant. Je vais dire que j'ai raté ma première année. J'ai pas eu 12 de moyenne. À l'époque, j'avais 10 et quelques. Donc, on m'a fait changer de cycle. C'était toujours la même filière, mais je suis passé en cycle BTS. Donc, c'était un cycle beaucoup plus court, mais moins fort que le cycle DTS. Donc, voilà, je suis passé en cycle BTS. Et en deuxième année, il fallait donc passer le brevet technicien supérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, déjà, j'avais beaucoup d'ambition, je vais dire, dans l'animation. Donc, j'aimais animer les événements. Mariage, baptême. Même à l'époque, j'étais pas encore trop dans mariage, baptême. Vraiment des petits événements culturels. Et à l'époque, tout ce qui avait comme événement culturel à l'ENEAM, je me débrouillais pour animer ça, même si c'est contre 0 francs. Même quand c'est gratuit, je me débrouillais. Mais c'est ça la définition de la passion. Voilà, je me débrouillais quand tu es prêt à faire un truc sans argent. Voilà, c'est ça. Arrivé à un moment donné, j'imposais même que ce soit moi. Même quand c'est gratuit. Donc j'animais pratiquement tout. Et en deuxième année, donc je suis allé au BTS et j'ai échoué. J'ai raté mon BTS. C'était un peu compliqué parce que... Ouais, c'était un peu compliqué parce que, vous savez, au niveau de la famille, c'est un peu comme si tu prenais pas forcément les études au sérieux. Parce qu'après, un jeune homme qui a eu un bac à 16 ans, en principe, c'est quelqu'un qui devrait être... On imagine une autre trajectoire. Une autre trajectoire. Donc, j'ai raté mon BTS comme ça. Et j'ai dû reprendre, en fait, la deuxième année. Donc, ça me fait troisième année à l'université, mais toujours en deuxième année. Et vu que j'avais déjà, en réalité, fait la deuxième année une fois, c'était en fait un tout petit peu plus facile pour moi parce que c'est une répétition. Mais pile poil, je vais dire en avril 2013, de façon plus exacte, il y a une boîte
qui, à l'époque, recherchait des chroniqueurs pour des émissions à la radio et à la télé. Et j'avais un camarade à l'époque qui a vu l'annonce passer. Il me dit, mais toi, tu aimes bien faire l'animation et tout ça, alors, pourquoi tu postules pas pour cette histoire? Je me suis dit, postule pour faire quoi? Enfin, je ne recherche pas de boulot, en vrai. Mais bon, juste pour s'amuser, juste pour le fun, je veux c'est quelque chose qui t'intéresse. Oui, moi j'aime bien. L'univers oratoire. Voilà, c'est ça. Ça m'intéressait beaucoup. Donc, je vais comme ça postuler pour être chroniqueur dans une boîte juste pour m'amuser, enfin, juste pour le fun. Et je vais passer le casting à l'époque, pratiquement en fin avril 2013. Et 2 semaines après, on m'appelle et on me dit vous êtes retenu. Et vous êtes 2 sur pratiquement une vingtaine. Vous êtes 2 à être retenus. Vous allez faire une semaine pour vous acclimater un tout petit peu avec l'univers audiovisuel. Et dès la semaine qui suit, vous démarrez une émission à la radio. À Océan FM à l'époque. L'émission, c'était grand public. Donc, du jour au lendemain, tu es catapulté dans cet univers-là. Dans cet univers-là. Et on devait démarrer un 20 mai, comme ça, à la radio. Comment ça se passe quand tu es en deuxième année? Tu as gardé la date, c'est que ça t'a marqué. Oui, ce sont des dates, en fait, qui m'ont marqué. Comment ça se fait? Comment tu fais, d'ailleurs, quand tu es étudiant en deuxième année? Tu as raté ton BTS. C'est ça, tu n'as plus le droit à l'erreur. Voilà, tu es encore en deuxième année. Et là, tu vas dire à tes parents que tu commences à faire de la radio. Et ce qu'il faut souligner, c'est que, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, le métier d'animateur n'est pas forcément très, très bien vu. Exactement. J'allais en venir au fil de l'échange. Parce que, comme plusieurs autres métiers qui ont, on va dire, certains attraits artistiques, on a l'impression que, allez, tu es allé chanter, tu veux faire de la musique, tu es chanteur, musicien, il faut dire aussi que les aînés n'ont pas forcément aidé. Certains aînés n'ont pas forcément aidé. Donc, on a une image voilà, de voyou voilà, pour ceux qui font ce métier-là. Un baroudeur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un peu compliqué à faire comprendre au départ. Justement, donc, comment tu as fait? Tu es passé plutôt par la diplomatie avec les parents? Oui, je vais dire tu as fait du forcing? Beaucoup de diplomatie. D'accord. Parce que j'ai dû dire, écoutez, je commence un stage. J'ai commencé un stage dans une boîte où ils font de l'informatique, mais à côté, ils font de la communication. Ok, donc en fait, tu as menti. Voilà. Globalement, disons ça. Papa, maman, vous savez aujourd'hui la vérité, je suis sûr que vous êtes déjà au courant. Si ce n'est pas le cas, désolé de l'apprendre par ce canal, mais il était obligé de faire ça. Au moins, tu as trouvé une astuce pour ne pas leur imposer un choc. C'est ça. C'est un bon Donc, compromis. j'ai dit, il y a un stage. Je fais un stage dans mon domaine d'études, mais à côté, on fait de la communication. Donc, ça m'intéresse aussi, donc j'y vais. Mais ça n'a pas été pour longtemps parce que vous imaginez bien que quand tu commences à faire des émissions à la radio, tu commences à passer sur des ondes. Voilà, ton nom est connu, ta voix. Voilà, ta voix commence à être connue, etc. Ah, j'ai entendu ton fils à la radio. Voilà, c'est ça. J'ai entendu son nom, etc. Ça commence à monter les informations. Donc, en fait, c'est là que ça a démarré. Donc, j'ai commencé en tant que chroniqueur, rédacteur, reporter dans cette boîte-là. Et à côté, j'allais toujours à l'école puisqu'on faisait les cours soit le matin ou le soir. Donc, j'étais en demi-journée au boulot et en demi-journée à l'école. Donc, on m'avait permis de faire ça à l'époque. Voilà. Donc, j'étais entre les deux jusqu'à ce que je passe en alternance, quoi. Voilà, jusqu'à ce que je passe mon BTS. Et là, tu l'as eu tranquillement. Là, je l'ai eu. Et tu as continué? Oui, j'ai continué, mais avec une pause de 2 ans. Ah, parce que tu étais trop pris par... oui, je venais de découvrir en fait un environnement qui m'intéressait vraiment, quoi. Je me disais, waouh, il y avait plein de choses à découvrir, il y avait plein de choses à faire. En fait, tu es arrivé là, est-ce que je peux dire que tu es arrivé là par accident? Disons oui, par accident. Un heureux accident. Un heureux accident. Tu es tombé dans l'univers de l'audiovisuel, de la communication, de façon plus globale. Voilà. Par accident. Voilà, par accident. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Même s'il n'y a pas de hasard, hein, on attire toujours ce qui nous arrive. C'est ça. Donc, je voyais beaucoup, les collègues de l'époque, je voyais tel faire tel métier. Il y avait beaucoup de métiers qui m'intéressaient. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de métiers. Beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers dans la communication. Il y a des graphistes, il y a des monteurs, il y a... des gars qui s'occupent de la lumière. Voilà, il y a des gars qui s'occupent de la lumière, il y a des responsables clientèle. Il y a même des perchistes. Voilà, c'est ça. Il y a un responsable événementiel. On faisait beaucoup d'événementiel, on faisait beaucoup de choses à l'époque. On bougeait beaucoup. Donc, c'est le monde de la com qui m'a fasciné. C'est ça, ça m'a fasciné. Et je me suis dit, bon, c'est là où je veux être. C'est là où je veux être. Une révélation, quoi. Voilà, ça m'intéresse, j'ai envie d'être là.
j'ai envie d'être là. Et j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai vu tellement de choses que ça m'a... Enfin, il faut dire aussi, c'est une boîte en réalité qui m'a permis de toucher à tout. Ok. Ça, c'est peut-être une chance. Et ça, Ouais, j'en remercie d'ailleurs une... le promoteur. Oui, oui. C'est une grosse opportunité. C'était une grosse opportunité. Pouvoir tester plusieurs choses dans la vie pour savoir où est-ce qu'on a plus d'affinité, avec quoi on a plus d'affinité, où est-ce qu'on a des facilités aussi. Voilà, voilà. Ouais, absolument. C'est ça. Absolument. Donc, on a fait cette émission-là à la radio pendant 3 ans, pratiquement. Okay. À Océan FM. Ça marchait très bien. Ça marchait plutôt bien. On était super écoutés. C'était une émission très écoutée. Voilà, ça s'appelle le rendez-vous grand public sur Océan FM à l'époque. Et entre-temps, on est passé à la télé avec un format plus court où j'étais pratiquement mis en avant. D'accord. Sur Canal 3, qui s'appelle Grand Public aussi. C'est d'ailleurs là qu'on s'est connus, je crois, à ce moment. Voilà, c'est ça. Parce que vous étiez venu faire un élément. Voilà, je me rappelle, j'étais venu tourner un élément sur toi. C'est ça, c'est ça. Un reportage sur toi et tes activités. Je pense que c'était la première fois où on se voyait. Ça fait un bon moment maintenant. J'étais reporter et toi, tu étais... C'est ça. Donc, comme quoi, tout est équilibre dans la vie. Aujourd'hui, on inverse les rôles. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça ça s'est passé. Et de fil en aiguille, j'ai dû affiner mes compétences et mes talents d'animateur, de chroniqueur, tu as vraiment appris sur le tas, quoi. Mais oui, j'ai vraiment appris sur le tas. Je n'ai pas fait d'école de journalisme ou d'animateur, etc. Mais vous allez sûrement vous demander finalement, c'est quoi le déclic avec l'audiovisuel? Voilà, à quel moment tu commences, ce que j'allais poser comme question, à quel moment tu commences à monter par exemple des vidéos, filmer, parce que aujourd'hui, c'est une part importante de ton activité. C'est ça. Et tu excelles dedans. À quel moment l'animateur devient le réalisateur, le monteur, etc. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé à un moment donné, je suis dans la boîte responsable de cette émission qui passait à la télé. Et tenez-vous tranquille, on livrait 6 minutes d'émission chaque jour à la télé. Ah ouais? Oui. Il faut contextualiser. Non, il faut expliquer aux gens rapidement. Lorsqu'on vous dit monter 6 minutes, vous n'avez pas idée. Et pas que monter, créer tout le contenu. Le contenu, c'est 6 comme minutes par jour. Quand vous lisez un livre en 3 jours, c'est pareil dans tout ce qui est artistique. Ça a pris peut-être 10 ans à la personne pour l'écrire. Une chanson, c'est pareil. Vous allez écouter ça en 3 minutes. Un film de 2 heures, c'est 5-6 ans parfois. C'est pareil pour un élément que vous voyez à la télévision. Ça peut prendre des mois et des mois. Donc, bien sûr, même si c'est des éléments courts et que c'est pour faire parler d'actu et tout ça, c'est quand même énorme de faire du 6 minutes. Oui, c'était énorme. Tous les jours. Bon, nous, on ne voyait pas ça aussi énorme à l'époque, mais on le faisait. Parce que vous étiez passionné. On était passionnés. Donc, on faisait 6 minutes d'émission chaque jour, du lundi au vendredi, avec une rediffusion le samedi de toutes les capsules. Vous imaginez bien que c'est beaucoup de boulot. On rentrait vraiment tard. Énormément. Il fallait aller en reportage, il fallait aller filmer, il fallait faire des interviews, il fallait revenir monter. Et tu as appris à monter à ce moment-là. Voilà, en étant responsable en fait de cette émission-là, il fallait avoir en fait des relations avec les techniciens, donc les cadreurs, les monteurs, etc. Et vous savez, comme toute relation humaine, il y a forcément des petits couacs. Voilà. Arrivé à un moment donné, c'était très compliqué pour moi d'être à jour vis-à-vis de la chaîne de télé et de livrer à temps les éléments pour qu'ils soient diffusés. Ce qui, en fait, m'a obligé à apprendre à monter pour être plus efficace et à prendre du temps pour être réactif. Parce que je n'avais plus du tout de temps pour moi. Je rentrais pratiquement à 23h00 des fois. J'avais plus du tout j'ai envie de dire, de vie sociale. C'était vraiment le boulot et exclusivement le boulot. Donc, pour aller plus vite, mon patron à l'époque, il me dit, mais toi, tu vois pas que tu travailles trop. Qu'est-ce qu'il te faut pour aller plus vite, t'alléger un peu la tâche. T'alléger la tâche. Je lui ai dit, il me faut en fait un ordinateur, un banc de montage aussi puissant que ceux des monteurs. Et la semaine qui a suivi, il m'a mis ça à disposition. Comme quoi, les challenges sont des opportunités. Ça dépend de comment vous regardez les choses. C'est la difficulté à avoir des relations toujours cordiales, ce qui n'est pas forcément évident, avec d'autres collaborateurs, d'autres collègues qui, j'imagine, bien dans ta position, puisque tu étais un peu, si je peux appeler ça, chef projet. Voilà, et finalement, dans ces cas-là,
il arrive, tu me diras si je me trompe, assez souvent que les gens aient l'impression que tu leur donnes des ordres ou que tu veux abuser d'autorité. Je suis sûr que tu as dû vivre un peu ça. Oui, un tout petit peu, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout le monde n'est pas passionné de la même façon. Oui, oui, tout le monde n'a pas forcément envie d'être au boulot tous les jours après 19h. Voilà, c'est un peu compliqué. Les gens te ralentissent. Voilà, c'est un peu compliqué, malgré qu'ils soient passionnés aussi. Hein. C'était de gros passionnés aussi. Mais voilà, les degrés ne sont pas les mêmes. Et puis, franchement, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Tu as transformé ce challenge en opportunité d'apprentissage. D'apprendre. Et ça me fait penser à un cas un peu similaire. Je pense que beaucoup de gens se retrouveront. Moi, ma première boîte que j'ai créée en 2012, boîte formelle, parce que je faisais plein de choses dans l'entrepreneuriat avant, mais en 2012, ma première boîte formelle, c'était une boîte de com. Oui, je me rappelle à l'époque. Pyramide Consulting. Et j'avais commencé à bidouiller les logiciels de graphisme parce que je n'en pouvais plus des graphistes freelance, que j'aime beaucoup, mais ils me connaissent, mon discours de vérité a toujours été le même, parce que la plupart me livraient toujours tard les travaux pour les clients. Ils me mettaient dans des situations inconfortables avec mes clients. Les gars, ils éteignent leur téléphone, ils disparaissent pendant 3 semaines alors qu'ils doivent te rendre des trucs. Et je me suis dit à un moment, mais attends, écoute, t'es quand même pas incapable de faire ce qu'ils font. Apprends. Donc au moins pour les tâches qui n'étaient pas extrêmement complexes, je le faisais tout seul et j'ai appris comme ça à pouvoir faire 2-3 trucs en graphisme. C'est ça. Et donc c'est ce que tu as fait, seulement que toi, c'était pas juste pour te dépanner. Toi, j'en avais besoin. Que tu en avais besoin et que tu aimais ça. Voilà. Que j'aimais ça parce que c'est plus simple de faire les choses, je vais dire toi-même, que de transférer ce que tu as dans la tête. Oui. Voilà. Donc, à partir du moment où tu as les compétences, c'est plus facile de les matérialiser que de transmettre un peu ce que tu voulais. Donc, voilà, j'ai appris ça comme ça. J'ai commencé à toucher un tout petit peu au banc de montage, au premier logiciel, Premiere Pro, etc. Et vu que c'était des formats, je vais dire, pas très, très compliqués à l'époque parce que l'habillage, tout était là, il fallait faire et puis remplacer, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en réalité à monter. À monter. Voilà. Mais tu commences à monter, tu fais ton parcours. On en arrive à un moment qui, pour moi, est capital, intéressant. Pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, c'est maintenant que vous allez apprendre encore plus de choses. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides de passer à un autre niveau dans ton aventure? Puisque jusque-là, il faut préciser que tu travailles dans cette boîte, comme on l'a dit. Oui, alors, je travaillais dans cette boîte-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je venais de passer pratiquement 6 à 7 ans. Donc, on se retrouve en 2019 où, disons que j'ai touché un peu tout dans la boîte. Je suis passé... Tu as fait le tour, quoi. J'ai fait un peu le tour. Je suis passé du rédacteur-reporter de l'époque à chef projet d'émission. Je suis passé un moment à responsable hors média, j'ai fait un peu d'événementiel. Tu as touché vraiment un peu à tout. Voilà, j'ai touché un tout petit peu tout. Et arrivé à un moment donné, je me rendais compte que je n'apprenais plus beaucoup. Et vu que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher autre chose, de bouger. De nouveaux défis. Voilà, j'avais besoin de nouveaux défis. J'étais très, très content de cette boîte-là à l'époque. Bien sûr, parce que c'est ça qui t'a quand même ouvert la voie de ta passion. Ça, il faut le dire, j'ai pratiquement tout appris là-bas. Si je dois parler en termes d'apprentissage, vraiment, j'ai tout appris là-bas. Tu dois à cette boîte-là. La grande partie de tout ce que je connais aujourd'hui, que ce soit en communication, en événementiel ou en production audiovisuelle, j'ai tout appris là-bas, en vrai. Et tu décides donc de partir. Et moi, ce que je veux savoir et comprendre, c'est comment est-ce que l'entourage déjà perçoit les choses quand tu dis « je vais me mettre à mon compte ». Parce que pour quelqu'un qui était parti pour être ingénieur en informatique, faire de l'informatique de gestion, qui a viré, a trouvé un équilibre pour ne pas frustrer les parents. Progressivement, ils ont dû se rendre compte qu'en fait, tu étais en train de les entuber. Parce que, du stage, le mec, on le voit tous les jours finalement, il est à la télé, à la radio. OK. Non, mais il y a même un épisode. Vous savez, à l'époque, quand mon père y rentrait, parce qu'on vivait pas forcément ensemble, il était en mission dans le pays tout le temps. À chaque fois quand il rentrait, il dit « mais qu'est-ce que vous faites dans votre boîte là concrètement ?» Très bien. Donc je lui explique. Il revient 2-3 semaines après. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprend pas. Et puis en plus, c'est pas des génération. métiers, voilà. Tu lui dis, on fait de la com. On fait de la communication. Mais lui, il ne comprend pas. Il comprend pas ce que c'est. Bon, après on dit tu es animateur, bon, tu es DJ. En gros, tu veux faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu... En fait, pour les gens, c'est que je m'amusais. C'est ça. Je m'amusais à l'époque. Et ce sont des métiers que les gens ont du mal à percevoir comme sérieux et
profession à part entière. C'est ça. Donc on se disait un peu, je le savais, on disait bon franchement il est là. Après je me suis un peu essayé au beatmaking, ça m'intéressait bien, je composais de la musique. Donc on me voyait tout le temps sur un ordinateur, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement avec ces logiciels-là? Il joue de la musique, mais on comprenait pas. Tu étais devenu une source d'inquiétude pour les parents. Source d'inquiétude. Et arrivé à un moment donné, je pense que c'est à toujours l'époque, 5 ans de site entrepreneur. ma mère, je pense qu'elle a eu une opportunité, une année là, je pense que ça devait faire 3 ans après que j'ai commencé à bosser chez Max Africa. Donc, elle a eu une opportunité pour que j'aille en Turquie, que j'aille étudier en Turquie. Une bourse carrément toute faite. Il fallait juste que je dise oui, je veux y aller, en réalité. Et là, c'était un gros carrefour pour moi, je vais dire, dans ma vie. Remise en question. Oui, parce que à ce moment-là, tu as l'opportunité de tout lâcher, d'aller en Turquie, de continuer tes études, de devenir un bon ingénieur en informatique, et qui est d'ailleurs un métier plutôt bien rémunéré, et très très recherché aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc j'avais le choix entre ça ou rester dans ma vie d'animateur soi-disant et de gars dans l'audiovisuel et en me cherchant dans Cotonou, etc. Et à ce moment, il fallait vraiment faire un choix et l'assumer. Parce que à partir du moment où tu choisis, tu peux pas revenir dire derrière, bon, finalement, non, voilà, c'est impossible. Tu assumes jusqu'au bout. C'est impossible. Et il faut dire que j'ai des parents assez stricts. Et voilà, je vais pas dire qu'ils sont durs, mais ils sont rigoureux. Voilà, ils sont quand même assez rigoureux. Quand tu fais un choix, tu es obligé quand même de l'assumer. Et on nous a appris, mes sœurs et moi, très très tôt, à vraiment être totalement indépendants. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un choix. J'ai dit non, je ne vais pas en Turquie. C'était un peu compliqué de faire comprendre ça, mais j'ai dit non, je ne vais pas en Turquie. J'ai commencé quelque chose, ça m'intéresse, je veux bien évoluer dedans et aller au bout. Là, tu as eu plus de cran qu'à 16 ans, ce qui est normal. Oui, évidemment, oui. Et là, tu as affronté la famille en disant, je crois que maintenant, je sais ce que je veux pour ma vie. Oui, je veux pas aller en Turquie. Même j'avais des amis à l'époque qui, c'est pas qui me faisaient douter. Mais, oui, mais il faut quand même revisiter la question, quoi. Oui, tu mais vas quand ils comprenaient pas ton choix. Oui, mais c'est normal. Parce qu'on veut forcément te protéger. Ils veulent ton bien. C'est ça. Moi, je dis souvent aux gens, la famille veut votre bien. C'est ça. Par défaut, au moins les plus proches, sauf cas exceptionnels, veulent votre bien. Les amis aussi. Oui, les amis, tout le monde veut ton bien, donc ceux voilà. qui t'aiment en tout cas, on essaie de tout faire pour que tu restes. Or ta voix, on trouve qu'elle est très incertaine. C'est ça. Parce que on n'arrive pas à se projeter. Bon, tu vas faire quoi après? Tu vas devenir quoi? Là-bas, on sait que tu finis, tu es ingénieur, tu cherches du boulot, t'en trouves. C'est clair. Tu peux même bosser à distance et tu as de gros salaires, enfin de bons salaires en tout cas. C'est ça. Donc finalement, tu pars pas en Turquie. Je pars pas en Turquie. Et tu vas maintenant monter ta boîte. Voilà. Et ça, c'était bien avant de monter la boîte parce que pour que mes parents en fait comprennent vraiment ce que je fais et l'acceptent, je vais dire de façon plus concrète, c'était en fait un soir où on devait enregistrer une émission, un pilote qu'on n'a jamais diffusé en vrai. Donc un pilote avec un public, un talk show, je vais dire, avec des animateurs, etc. Et un public. Donc on devait ramener du public. J'ai dit à l'une de mes sœurs, si tu as envie de venir, viens. On recherche du public de toutes les façons. Et vu que c'est jamais diffusé, bon, donc on peut pas trop médiatiser ça. Oui. Et je me rends compte que le soir là, c'était un talk show, tu sais, l'animateur, il appelle le chroniqueur qui sort des coulisses avec des applaudissements, etc. Il faut vraiment se lâcher, quoi. Ouais, il faut vraiment se lâcher. Et je sors des coulisses, on m'appelle, je sors des coulisses, et je vois en première loge mon père, ma mère, ma sœur et ma copine de l'époque. Bon, j'avoue que ça faisait un choc. Surprise et pression. Oui, surprise et pression, parce que là, on est venu voir en fait ce que tu fais. Ouais. On est venu toucher du doigt. Oui, parce que bon, et puis je pense qu'il y a dans ton environnement aussi la volonté, et ça c'est vraiment à féliciter. Il faut dire merci à tes parents parce que il y a certainement eu la volonté de se dire à un moment, ok, on va essayer de s'intéresser. On va pas rester buté comme d'autres parents font. C'est ça. Il va jusqu'à refuser des opportunités de voyage, de bourse. Ok, mais pourquoi? Peut-être que nous ne comprenons pas ce qu'il fait et ce qui le motive. Allons à la découverte de son univers et regardons si ça en vaut la peine. Ils ont dû sentir la passion. Voilà. Et c'est pour moi à partir de ce soir-là que mes parents en fait m'ont vu dans l'action. Ouais. Parce que jusqu'à ce moment-là, aucun d'eux ne m'avait vraiment vu
en direct. Oui, c'est de l'abstrait. Voilà, c'est de l'abstrait. Bon, parfois un peu à la télé, mais il y a beaucoup, vous savez, il y a des gens qui ont des connaissances aux parents qui te voient, par exemple, sur un événement où tu présentes. Après, on rencontre forcément, ah, j'ai vu ton fils. Ah, bah, il est très bon, j'ai vu ton fils. Et puis, on commence à se dire, ah, bah, bon, si les gens en parlent, c'est que, voilà. Et puis là, ils sont venus me voir dans mon élément et ils ont dû comprendre que c'est quelque chose qui me passionne et que je m'y sens bien. Et à partir de ce moment-là, je me rappelle que à chaque fois que mon père il m'appelait et que je décrochais pas, après je rappelle, il dit ah ouais, je sais que tu es un homme de studio, et tu es au studio maintenant. Donc je pense que là, on a vraiment compris que c'est quelque chose qui m'intéressait et que voilà, je voulais le faire, et que je m'investissais. Et que tu irais jusqu'au bout. Voilà, que j'irais jusqu'au bout. Donc là, je vous passe les petits épisodes. On se retrouve en 2019, en fin 2019. Ou comme je le disais, je commençais à comprendre que je n'apprenais plus beaucoup et que je voulais aller découvrir autre chose, mais autre chose qui serait en fait à ma façon, à ma sauce. En fait, je veux bien faire des choses, mais qui me ressemblent à ta manière. À ma manière. Ouais. J'avais des projets plein la tête et je voulais quand même plus m'extérioriser et aller vers la rencontre de moi-même et de mes propres projets. Donc, je suis allé voir mon patron à l'époque et je lui ai dit franchement, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir. Et tout de suite, ce qu'il m'a dit, c'est franchement, si tu as envie d'aller voir autre chose, etc., moi, je ne peux pas t'en empêcher parce que je n'aurais pas voulu qu'on me fasse ça à moi. Très bien. Donc, si tu sens que, ça se sent. Voilà, si tu sens que tu as envie de faire d'autres expériences, il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas te garder fermé. Ici, c'est ta maison. Viens quand tu veux. N'hésite pas. Si tu as besoin de quelque chose, franchement, n'hésite pas. On dit souvent que les entrepreneurs sont sans cœur, que ce sont des mauvais patrons. Voilà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise. Parce que moi, j'aime bien quand même faire la distinction. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent manquer d'humanité. En tout cas, vu de l'extérieur. Mais il n'y a pas que des connards, quoi. Oui. Et ça, c'est important de mentionner. Chacun a sa personnalité. Voilà, chacun a sa personnalité, chacun a ses bons côtés, chacun a ses mauvais. Bon, absolument. Bref. Mais c'est pour dire que moi, avec cette relation que j'ai eue avec mon ancien patron, c'est une chance. Hein? C'est une chance. Donc voilà ce qu'il m'a dit. C'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction. Quand tu vas, c'est comme quand tu vas en apprentissage dans des métiers, on va dire peut-être un peu plus manuels, quand tu vas faire apprentissage de taillerie ou de coiffure. On te donne la libération. On te libère. C'est des choses qui sont très symboliques dans notre culture, dans notre façon de vivre, parce que tu es resté chez un aîné qui t'a formé, etc. Ouais. Et tu lui demandes la bénédiction pour aller te mettre à ton compte, parce que tu vas devenir son concurrent. C'est logique. C'est ça. Et s'il te libère, comme on dit, de bon cœur, c'est quand même mieux pour toi de partir avec de bonnes énergies. C'est clair. Que si vous brouillez, bon, ça ne va pas t'empêcher de faire ta vie, hein, mais c'est plus simple à mon avis. Il est important de le dire. Moi j'ai quitté mon seul et unique boulot, d'ailleurs, j'en ai pas eu d'autre, avec la bénédiction de mon patron. Et d'ailleurs, on continue de travailler ensemble jusqu'à aujourd'hui, parce que pratiquement pendant 1 an, disons que j'ai un peu été salarié encore dans cette même boîte. Ouais, tu bossais pour eux, il y a des choses qu'on te confiait. Voilà, mais en externe. Donc, il a accompagné le développement de ta boîte au départ. En vrai, disons oui, parce que... Au départ, il a contribué. C'est ça. Ouais. J'avais quitté la boîte, mais en réalité, j'étais toujours salarié. J'avais quand même un petit salaire que je pouvais percevoir chaque mois. En échange de certains services. En échange de certains services que je rendais. En externe, donc à distance. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est une chance, parce que quand on se lance, on n'a pas beaucoup de moyens. Hein. C'est ça. Et avoir une soupape comme ça de sécurité, une ceinture de sécurité, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Tu as fait un bon deal. C'est ça. Et l'autre chose qu'il faut savoir, je l'ai dit, c'était fin 2019, donc réellement, j'ai démissionné au milieu de janvier 2020. Et si vous vous rappelez bien, janvier 2020, mars 2020, Covid. On est en plein Covid. Donc, tu lances ton entreprise en plein Covid. Voilà, c'est ça. Avec tous les challenges que ça peut comporter. Avec tous les challenges. Donc, je prends un bureau. On partageait les mêmes locaux à l'époque. À l'époque. Donc, j'avais pris une pièce comme ça, où j'avais juste installé le studio avec des bureaux, comme ça, juste pour filmer, pour enregistrer de la voix, etc. Pour pouvoir lancer au moins les choses. Pour pouvoir lancer les choses. Voilà, parce que j'avais pas quitté mon boulot pour aller travailler en Covid. Et c'était en plein Covid. Difficulté. Et je me prends une grosse claque. Ah bah oui, c'est clair, parce que là, tu as peu d'événements, tu as beaucoup moins de demandes en termes de com. Les boîtes sont fermées, tous les budgets sont prioritaires sur... Et il n'y a même plus d'animation.
où je pouvais aller animer à titre personnel. Pour pouvoir avoir un peu de sous en attendant. Voilà, pour avoir un cachet, etc. Ouais. Donc, je me prends une grosse claque. Commence dans la douleur, hein, voilà. l'aventure entrepreneuriale. Voilà, une grosse claque en mars 2020, où c'était vraiment chaud. Donc, il fallait me contenter du salaire donc, de mon ancienne boîte. Oui, peut-être des fréments là-bas, c'est pas simple. Et voilà, j'animais aussi à la radio, sur Frisson Radio à l'époque. Donc, j'avais également une paye de ce côté-là. Et ça m'a vraiment permis de garder l'équilibre. En fait, moi, il y a pas mal de choses que j'apprends et que je tire comme leçon. C'est déjà la polyvalence, cette capacité-là à faire différentes choses, mais qui sont dans les mêmes sphères. Oui. Parce qu'en fin de compte, il y a un fil rouge. Oui. Et moi, quand je dis souvent aux gens que je suis entrepreneur multipotentiel, je dis, j'ai peut-être plusieurs talents, mais ils sont au service d'une même cause. Et je retrouve un peu ça chez toi. Et ça aide déjà à s'épanouir, parce qu'on fait différentes choses qu'on aime et qu'on a pu découvrir, mais aussi financièrement. Parce que là, dans des moments difficiles, tu as une activité qui fonctionne un peu plus qu'une autre. C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, vous savez, j'ai une boîte d'audiovisuel, de production. Ça fait 4 ans maintenant. Oui, ça fait, pratiquement 3 ans. 3 ans, et avec une très belle croissance. Voilà. Alors, je tiens à le dire, parce que, non, une belle croissance, parce que on partage des parcours inspirants, mais c'est au-delà du parcours, c'est également, je ne vais pas dire l'aboutissement, parce qu'on est tous encore en chemin, on a beaucoup de choses à faire, mais c'est parce qu'on estime que les profils qu'on vous partage correspondent à des personnes qui ont passé des caps. Et en 3 ans, moi, j'ai eu le privilège de suivre de plus ou moins près l'évolution de ta boîte, parce qu'on a travaillé sur beaucoup de projets. Oui. Il y a pas mal de projets audiovisuels que moi, je confie systématiquement à la boîte de Charles, parce que j'ai été convaincu dès le départ de la qualité de ce qu'il faisait. Et si tu me permets d'en parler rapidement, parce que ça, c'est important, on parle beaucoup de mindset aussi, ce n'est pas tant la qualité technique des supports fournis à la fin, qui sont très bien, mais je veux dire, ce n'est pas ça qui me motive à aller vers Charles ou à aller vers d'autres partenaires. C'est les soft skills, c'est le comportement, c'est les rapports humains, c'est le fait de savoir gérer un client, d'entretenir une relation avec un client, de savoir être disponible, de tenir les délais, de savoir baliser les choses quand on sait qu'on va sortir des délais. Et c'est tout le sérieux, pour parler très simplement, qu'il y a autour qui compte. Parce que beaucoup de gens dans notre génération ont ce problème. Et on en parle d'ailleurs souvent entre entrepreneurs, on en parle toujours. Aujourd'hui, tu as des employés toi-même, tu en parles, souvent on a des discussions comme ça, tu as rejoint le cercle, on en parle vraiment parce que ce soit au niveau de nos entreprises, au sein de nos équipes ou avec les collaborateurs externes, il y a trop peu de gens sérieux. C'est-à-dire qui font le travail de façon engagée. De façon passionnée. Et le talent, ça ne suffit pas. Le talent, c'est 10%, c'est maximum 10%. Il faut de la rigueur, de la discipline, de la motivation, du respect. Et tout ça, ce sont des qualités qui t'ont permis d'accélérer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois, tu as quand même un joli portefeuille client, tu as de belles références, tu as eu des organismes publics, des sociétés privées très connues. Donc, tu es en train de te faire un nom dans l'audiovisuel au Bénin. Oui. C'est pas faux. Oui, je suis d'ailleurs très très content. Je remercie d'ailleurs, je rends grâce pour ce petit parcours. Bien sûr. Parce que j'imagine pas, je le vis. On a commencé vraiment très petit, très bas, avec des maigres moyens. Et par la grâce de Dieu, on évolue crescendo. Il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai, parce que c'est clair. Vous imaginez bien que le petit passionné qui voulait aller tourner des émissions, qui voulait faire des choses à sa façon, on se prend une belle claque parce que ce n'est plus réellement ça. Et puis tu découvres aussi qu'au-delà de tout ce que tu avais envie de faire, mais tu as tout le management à gérer. Voilà, il y a maintenant la gestion des charges, la gestion des humains, c'est ça. La gestion des clients, et ça, c'est la vraie phase de l'entrepreneuriat. Ouais. Et moi, j'aime avoir un discours de vérité sur cette chaîne, vous le savez. On encourage les gens à entreprendre parce que vous n'aurez plus le choix. Comme je dis, de gré ou de force, par passion, par obligation, la majorité des gens, vous devrez entreprendre. Il n'y a plus d'emploi, les boîtes veulent maximiser les profits, recrutent moins. L'intelligence artificielle, même avant elle, il y avait déjà toute cette situation. Les États n'embauchent plus, donc il faut se débrouiller. La débrouillardise structurée, c'est l'entrepreneuriat. Mais il faut savoir que c'est difficile. Et qu'au-delà de la passion, du domaine choisi, vous allez devoir apprendre à gérer des hommes, gérer des projets, gérer des difficultés. Et vous allez parfois passer plus de temps à faire ça. En vrai, oui. Que votre propre passion. En vrai.
Surtout quand ça commence à marcher, parce qu'il y a plus de choses à gérer. Ça, c'est clair. Moi, aujourd'hui, c'est drôle. Je me suis retrouvé, allez, je vais pas dire que c'est de la dépression, mais je me suis retrouvé plusieurs fois totalement affaibli. Ah, mais c'est normal. Parce que au final, ce que tu aimes faire, tu n'arrives plus à le faire parce que tu passes pratiquement toute la journée à gérer des charges, des problèmes avec les collaborateurs, des problèmes avec les clients, etc. Et c'est peut-être la nuit où pratiquement tout le monde dort, que tu as maintenant le temps de diviser ton sommeil en deux. De diviser ton sommeil en deux et de faire les travaux que d'autres sont censés faire et qui n'ont pas fait. C'est ça, parce que tu dois repasser derrière. Voilà. C'est ton nom, c'est ta boîte, c'est ta crédibilité. Tu es obligé de faire en sorte de colmater les brèches quand les gens font les choses à moitié. Voilà, c'est ça. Et dans les temps difficiles, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'avoir un tout petit peu plusieurs cordes à son arc qui permet de rester un tout petit peu à flot, quoi. Voilà, à la surface. Je fais beaucoup de voix off. Oui. J'en fais pratiquement tous les jours. Il y a beaucoup d'autres boîtes, d'autres structures qui me sollicitent pour les voix off, pour faire des voix off pour eux. Donc même quand ce n'est pas mes projets. Les voix off. Excuse-moi, parce que comme on n'a pas forcément que des gens techniques. Les voix off, c'est les voix que vous entendez dans les reportages ou dans les spots. Oui, la dans voix la que publicité. Vous ne voyez pas la personne, mais vous entendez la voix. C'est ça une voix off. Donc voilà, ceux qui ont de belles voix ou des voix spéciales, pas forcément belles, qui ont une particularité, peuvent aller vers ces chemins-là. C'est des pistes à explorer. Je fais beaucoup de voix off, donc même quand je voyage, j'ai toujours un micro, une carte son et un ordinateur à portée de main. Et comme ça, à chaque fois que je reçois un texte, je peux facilement rester sous une couette quelque part et poser une voix. Donc, c'est ça. Je fais beaucoup d'animation également. Je fais de la présentation d'événements, généralement des événements en salle. Et puis voilà. En fait, tu es dans l'événementiel, la communication événementielle audiovisuelle de façon large. Ta boîte propose différents types de services, de la réalisation de spots à la gestion de certains aspects sur un événement, en passant par la location de studios, puisque tu as dans tes studios un espace que tu loues aussi pour les personnes qui ont besoin de venir tourner une émission, faire des photos, etc. Donc, j'accompagne pas mal de créateurs de contenu. Voilà, on propose un espace en fait où les gens peuvent venir enregistrer. On peut créer ensemble des décors, ils peuvent enregistrer des podcasts par exemple. On a un studio de podcast audio, on a un autre studio vidéo où on peut enregistrer. Des contenus qu'on peut moduler à sa façon, sa guise. Voilà. Ben, moi, je vais te demander, puisque nous arrivons au terme de notre bel entretien, vous savez que ce format, c'est un format long, il évolue ainsi. On rentre vraiment dans les détails, comme on dit en anglais, we dive in the subject. Et je vais te demander de partager ton contact, le contact de ta boîte, pour toute personne qui aurait des besoins en audiovisuel ou en voix off, ou qui voudrait louer un studio sur Cotonou. Vous pouvez contacter Quick Studio, Studio Quick de Charles. Et puis, pour tout ce qui est voix off et spot, vous pouvez être n'importe où sur Terre et avoir besoin de ces services qui peuvent être fournis et on vous livre ce qu'on a à vous livrer. Donc, moi, je partage vraiment le parcours de personnes qui me touchent par leur éthique de travail et leur parcours. Et donc, ça peut être intéressant pour vous de bosser avec ces gens-là. C'est un peu comme une caution qu'à travers ma chaîne, je me permets de donner. Et donc, comment est-ce qu'on joint? Alors, je t'en remercie déjà pour cette caution. Je t'en prie, c'est un plaisir. Donc, alors, pour me joindre, c'est très simple. Sur les réseaux sociaux, c'est simplement Charles Amoussou. Facebook, LinkedIn, Instagram. Et, on va mettre ça là, en description. Et ma boîte, un numéro de téléphone, c'est le plus 229 60 88 32 32. Ou par email sur c.amoussou @studioquick.agency. On va afficher tout ça. C'est ça. Comme ça va être plus simple pour vous de contacter éventuellement Charles. J'aime bien terminer en demandant quel conseil tu aimerais partager avec des gens qui veulent vivre leur vision. C'est ce que je demande à mes invités généralement, aux gens avec qui je partage ce format. Mais avant ça, moi-même, j'aime bien tirer quelques conclusions. Et je crois que j'avais commencé à le faire en parlant justement de la polyvalence, de cette capacité-là à s'adapter, la flexibilité que tu as qui te permet de pouvoir rebondir et dans les temps difficiles de continuer à nager même quand il y a des orages. C'est important. Il y a aussi la conviction que je note de ton parcours. La conviction, celle d'avoir un chemin et de se dire j'ai trouvé ma voie, je m'accroche à ça et je vais le faire. Nous ne devons pas être des lâches. La vie est difficile, tout le monde a besoin d'argent et tout le monde a peur
de prendre les mauvaises voies. Mais si vous êtes convaincu, à un moment donné, par l'intuition, une force ou des événements, surtout que toi, il y a eu des événements, on voit bien, il y a des choses qui sont arrivées entre guillemets par accident, mais comme ça n'existe pas, c'était des signaux que l'univers t'envoyait, que tu as su comprendre. Si vous ne suivez pas votre voie, la seule personne qui vous pourrez vous en prendre demain, ce sera vous-même. Moi, je connais beaucoup de gens, et vous en connaissez certainement, qui réussissent plus ou moins matériellement, mais qui sont très malheureux. Alors, je pense qu'il faut trouver un équilibre dans la vie. Il faut pouvoir gagner de l'argent, mais il faut faire des choses qui nous animent dans une certaine mesure. Et je retrouve ça dans ton parcours. Je trouve que c'est quelque chose de très marquant. Et je finirai en parlant de l'intelligence dans la gestion des relations humaines, parce qu'on voit bien comment tu as su, avec tes parents, entretenir un certain équilibre, même si j'imagine qu'il y a eu des épisodes chauds. C'est sûr, au vu de ce que tu as dit, ce qui est compréhensible, parce qu'ils n'étaient pas encore rassurés. Et tu as quand même su instaurer un certain climat diplomatique avec eux, ce que tu as également fait quand tu quittais ton patron. Donc, c'est une qualité que tu as, que je confirme pour avoir travaillé avec toi. Parce que même ne faut pas croire qu'on s'entend tout le temps. Hein. Il y a des moments où on se tape pas dessus, mais on se mange le nez. Mais on arrive quand même à trouver l'équilibre. Parce que moi, je fais cet effort-là aussi d'être un peu diplomatique. Et Charlie l'est foncièrement. Donc, on finit par trouver l'équilibre. Et ça, dans la vie, quels que soient les chemins que vous choisirez, ça ne peut que vous mener loin si vous savez gérer les relations avec les gens. Maintenant, je voudrais que toi-même, tu puisses nous dire ce que t'inspire, entre guillemets, ton parcours. C'est difficile de dire ça, généralement, mais sur la base de l'expérience que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil à des gens qui cherchent des repères dans la vie, des jeunes et des moins jeunes? Parce qu'on fait l'erreur de dire souvent des jeunes. Des jeunes, il y a beaucoup de gens, même âgés, qui sont perdus. Des jeunes et des moins jeunes qui cherchent leur voie, qui ont envie de réaliser quelque chose ou qui se lancent et c'est dur. Toi, tu aurais pu abandonner, tu as lancé en plein Covid. Tu aurais pu abandonner, aller retrouver un job avec les compétences que tu as, mais tu es resté. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes pour terminer, à la communauté rock? Donc, alors, à la communauté rock, c'est vrai que c'est très, très difficile. Mais pour moi, le début à tout, c'est d'abord de trouver sa voie. Moi, généralement, je dis, est-ce que ça te branche? C'est ça. Est-ce qu'il y a une étincelle quand tu fais ça? un truc? Oui. C'est ça. Donc, c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord trouver la chose qui te branche. Cette chose-là que tu veux bien faire, qui t'amuse. Même sans argent, comme tu faisais au début. Voilà, même sans argent. Quelque chose que tu ferais et qui, voilà... Et en gros, que tu prendrais du plaisir à faire. C'est ça, ce qui te fait vibrer. Ce qui te fait vibrer. Ça peut être franchement des choses très banales, mais qui peuvent facilement se transformer en un métier très correct. Parfois, c'est banal. J'aime coudre, c'est banal. J'aime parler. C'est ça. Rien de plus banal. Moi, je vis aujourd'hui pratiquement de ça. De ta bouche. Voilà. Pour dire les choses de façon drôle. Voilà, pour dire les choses de façon drôle. Cette capacité-là que tu as. Si j'aime parler, bah écoute, je vais chercher des métiers ou des petites compétences qui pourraient m'aider à améliorer ou à gagner de l'argent avec. Je gagne de l'argent avec ma voix aujourd'hui. Pourtant, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas artiste. Oui, parce parfois on limite le chant. On limite le chant. On pense qu'on peut faire que c'est ça, alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de métiers, je vais dire, dans des choses très, très simples. Il suffit que vous ayez un petit talent ou quelque chose qui vous branche un tout petit peu, creuser et après assumer. C'est ça. Assumer, pour moi, c'est un très, très gros mot. J'estime qu'il n'y a rien de plus important à faire que d'assumer. Parce que quand on n'assume pas, on lâche très vite. Et pour moi, les personnes qui arrivent à évoluer le plus et à réussir, ce sont des personnes qui assument leur choix. Et en réalité, généralement, ils n'ont même pas le choix. Pour moi, les personnes qui réussissent beaucoup, ce pas des personnes qui ont forcément le choix. Quand tu sais que tu n'as pas le choix... Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'inconfort. Voilà. Je suis vraiment content que tu finisses là-dessus. L'inconfort est nécessaire au succès. Quelqu'un qui est dans le confort ne peut pas réussir. On ne parle pas que du confort matériel. Le confort, ça vous inhibe de façon globale. Même les sportifs, regardez, de haut niveau, qui gagnent énormément d'argent et tout ça, regardez les entraînements. Vous pensez qu'ils sont dans le confort? On les sort de leur zone complètement de confort. Si le mec, il peut courir 12 km, son coach va toujours le pousser à faire le 13e kilomètre à chaque fois. Parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort pour aller affronter de nouvelles difficultés, pour avoir de nouveaux challenges. Il faut qu'il y ait une certitude pour que tu gardes la flamme.
Si tu es sûr que tu peux tout avoir, ça ne sert à rien. Pourquoi les plus grands footballeurs, pour parler de quelque chose dont tout le monde a connaissance, vont dans des clubs ou dans des championnats, on va dire, moins difficiles et moins challengeants en fin de carrière? Quand ils sont jeunes, c'est assez rare. Hein? C'est clair. Parce qu'ils veulent rester là où il y a la difficulté et continuer à pousser leurs limites. Et quand ils sont en fin de carrière, ils disent, maintenant, je vais chercher l'argent. L'argent, c'est ça. Et puis, la tranquillité, voilà, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. Et ça doit être comme ça que nous fonctionnons dans la vie. Il faut accepter de se mettre dans des situations inconfortables, difficiles, d'où certains entrepreneurs qui, même avec beaucoup d'argent, vivent dans des situations frugales. Hein? C'est-à-dire, ils vont peut-être avoir un bel appartement et tout ça, mais vous n'allez pas retrouver tous les gadgets possibles chez eux. Non, ils restent concentrés. Et ils se disent, trop de distractions, trop de confort, c'est trop de distractions. Trop de distractions, c'est moins de performance. C'est clair. Voilà. C'est clair. Merci quand même à toi. Merci à toi également pour ton temps et pour ce beau partage, ton Merci. honnêteté, ta franchise à partager sans relâche des points de vie qui sont souvent intimes. C'est pas faux. Et j'avoue, c'est difficile hein, de se retrouver de l'autre côté. Généralement, on pose des questions parce que c'est facile. Je t'ai eu. Merci à tous ceux qui te suivent voilà, sur ta page. Chaîne, ouais. Comme Régis, R-O-C, soyez Rock, toujours. Et voilà, il a dit que je peux le faire, vous le savez. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.